Alors Esther, quel est ce contre-exemple, ce contre-modèle espagnol? D'abord, ce constat, Marie-Aline. Au deuxième trimestre, la France enregistre une croissance de 0,3%. Des résultats meilleurs que prévus. On dit qu'elle résiste bien. Mais quand on se compare, c'est tout de suite moins impressionnant. Entre avril et juin, l'Espagne tire son épingle du jeu avec une croissance de 0,7%. Un chiffre qui dépasse à nouveau les attentes de la Banque d'Espagne qui tablait sur une progression du PIB comprise entre 0,5% et 0,6%. Sur cette période, c'est la croissance la plus forte dans la zone euro. Comment on l'explique, Esther ? Quand on regarde dans le détail, c'est une question de choix. Des choix vers lesquels la France ne se dirige pas du tout. Déjà, le SMIC espagnol a bondi de presque 50% en 5 ans. Il est passé de 736 € en 2018 à 1184 € en 2025. Ce qui veut dire hausse du pouvoir d'achat pour les ménages et donc consommation et croissance. En revanche, en France, le SMIC n'a augmenté que de 2% l'année dernière, passant le salaire minimum de 1766 € à 1801 €, soit une hausse de 35 € brut. Et on parle là de la revalorisation automatique liée à l'inflation et non pas d'un coup de pouce comme en Espagne. Le dernier en date remonte à 2012. Résultat, les ménages consomment moins et la croissance stagne. Autre point de comparaison, les conditions de travail. Chez nos voisins espagnols, le CDI est redevenu la norme, notamment depuis la réforme du travail mise en place en 2022. Cette année-là, en 6 mois, près de 2,5 millions de contrats à durée indéterminée ont été signés, 3 fois plus que l'année précédente. Selon Florentino Falgueroso, spécialiste du marché du travail, on était autour des 35% de CDD avant la réforme. Maintenant, on est autour de 13, 14, 15%. Et mécaniquement, qui dit moins d'incertitude, dit plus de consommation et plus d'investissement. À l'inverse, en France, le CDI perd du terrain. Cette année, selon France Travail, les intentions d'embauche devraient reculer de 12,5%, ce qui signifie presque 350 000 contrats en moins. Donc des Français se tournent vers des emplois plus précaires, ce qui favorise l'instabilité, voire la précarité. Conséquence, moins de consommation, moins d'investissement et moins de croissance, Marie-Aline. Esther, on apprend aussi que ces chiffres dont vous nous parlez sont liés à la question de l'immigration. Oui, débat explosif chez nous. L'Espagne en a fait un levier de croissance. Selon Frédéric Bizard, que l'on connaît bien sur ce plateau, c'est ce qui a été le plus décisif. Depuis 2022, 42% des nouveaux emplois créés sont occupés par des étrangers. Un choix assumé par Pedro Sánchez. On l'écoute. Hoy el progreso y la buena situación económica de España debe mucho a la aportación de la migración que ha venido a desarrollar en España su proyecto de vida. Y por eso quiero reivindicar la colaboración con países como Mauritania para garantizar una migración segura, regular, ordenada, que redunde en el mutuo beneficio de nuestras sociedades. En comparaison, en France, seuls les métiers sous tension sont ouverts aux étrangers. Là encore, notre pays fait le choix inverse de l'Espagne. Dernier levier, Marie-Aline, la fiscalité. En Espagne, dirigée par la gauche depuis 7 ans, on cible en priorité les super profits et les hauts revenus, alors qu'en France, par exemple, l'impôt sur la fortune a été supprimé en 2018. Et qu'en est-il de la dette publique? C'est le grand sujet aussi. Là aussi, la France fait moins bien que l'Espagne. La dette française est passée de 111% à 113% du PIB entre 2022 et 2024. Et elle poursuit sa hausse. Selon la Commission européenne, elle devait grimper à 116% cette année, puis 118% en 2026. L'Espagne est dans les mêmes eaux, 110% du PIB, mais elle continue de baisser. Merci beaucoup Esther pour cette présentation extrêmement claire et dynamique du modèle français face au modèle espagnol. Alors je me tourne vers l'économiste. Pourquoi ces sujets, ces tabous? Pourquoi on ne prend pas exemple sur le modèle espagnol puisque ça marche et qu'ils ont une croissance qui fait rêver les Français et les voisins européens? Tout simplement, alors que la France tergiverse et se remet à la providence budgétaire, eh bien
la classe politique espagnole fait des choix politiques très assumés, ne serait-ce que par la politique d'immigration, par la revalorisation salariale. Et donc tout cela fait que, alors que nous stagnons d'une certaine manière, on gère, l'Espagne transforme. C'est ça la différence. Alors bien sûr, tout n'est pas rose en Espagne, dans la mesure où on n'a pas parlé du chômage, notamment des jeunes. Il y a aussi une forte dépendance au cycle touristique et donc climatique. Et donc c'est ce qu'il faut bien voir. La question, c'est aujourd'hui, c'est que la classe politique espagnole a fait des choix assumés, même ne serait-ce que pour l'immigration, dans un contexte où la droite et l'extrême droite est relativement importante, alors qu'en France, on est encore dans un consensus mou et on gère, on fait surtout pas de vagues. Mais donc le miracle économique, est-ce qu'il est dû à ces choix très audacieux et affirmés, ou comme le disent certains experts à droite, qui rappellent, attendez, mais l'Espagne a aussi eu une cure d'austérité avant de prendre ces mesures, c'est pour ça qu'elle peut se permettre d'être aussi généreuse. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est d'où l'on part. Oui. Donc elle a surtout, à partir de 2008, fait un grand effort au niveau de la revalorisation notamment du SMIC. Il ne faut pas oublier que c'était à l'époque quelque chose de très bas, donc il y a une forte revalorisation, mais ça nécessite aussi, sachant qu'on était très bas, qu'il convient de prendre des choix. C'est quand tout va mal qu'il convient de prendre des choix forts et les assumer malgré on va dire un environnement qui pouvait être conflictuel. À partir de là, ça peut être ça. Donc, ce qui veut dire que si la France arrivait à faire des choix assumés, et toute la classe politique l'assume aussi, on peut arriver à s'en sortir. Simplement, aujourd'hui, on va dire, on reste dans la gestion, on fait pas de vagues, on attend demain. Et puis, on dit, on va gérer ça avec petit à petit. Éric Scholl. Il y a plein de choses à apprendre du modèle espagnol. Je pense que, alors, ça ne retire en rien les efforts budgétaires qu'on doit faire en France. Et il ne faut pas tout confondre. Il y a un moment, nous, on est vraiment... D'ailleurs, regardez, les Espagnols s'en sont sortis. Ils sont à 2,8 en ce moment, 2,8 de déficit budgétaire. Nous, on est à 5,5. Donc, vous voyez l'effort qu'ils ont fait. Il y a eu des efforts qui ont été faits importants. Puisqu'on parle de l'Espagne, on est en train de dire que tout est bien. Ben oui, ils ont même fait une réforme des retraites. Le gouvernement socialiste a 67 ans la retraite. Ça, nous, on est incapable de la faire en France. On est incapable de la faire. Il y a eu une réforme du travail avec plusieurs aspects. On l'a vu dans la présentation de tout à l'heure. Il y a eu une tentative de moins précariser le travail et c'était une très bonne chose. Mais en même temps, on a aussi permis aux entreprises de pouvoir licencier, disons, plus rapidement. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a une souplesse qui a été apportée. Donc il y a eu à la fois beaucoup de choses. Il y a eu aussi un contexte important. Par exemple, si on prend les exportations, l'économie espagnole, elle a des moteurs. Elle a des moteurs de l'exportation qui est beaucoup moins impactée par les droits de douane de Trump. Pourquoi ? Parce que finalement, l'économie des exportations espagnoles, elles dépendent moins du marché américain que les nôtres. Beaucoup moins. Et puis, il y a bien sûr le tourisme. Le tourisme, c'est très important. Ils ont un petit peu plus de touristes que nous en France. Mais nous, beaucoup de nos touristes en France, ils ne font que traverser la France et ils vont en Espagne. Et donc, quand vous regardez les recettes touristiques issues du tourisme en Espagne, elles sont beaucoup plus importantes qu'en France. Enfin bref, il y a des choses à apprendre. Attendez, il y a un point important. Oui, allez-y. Il y a aussi l'aide, les fonds européens. Non seulement ces fonds sont très importants, notamment le plan de relance qui avait été lancé en 2020, dont finalement, en termes de subventions, l'Espagne est le premier bénéficiaire. Mais en plus, cet argent, contrairement à nous en France, ils l'utilisent, ils l'investissent. Donc oui, ils investissent beaucoup, ils consomment beaucoup, ils font marcher leur économie. Nous, on a de l'argent quand même, et ça se voit dans le taux d'épargne français, mais justement, l'argent, il va dans notre taux d'épargne. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes, une certaine crainte vis-à-vis de l'avenir. Donc, on l'a vu la semaine dernière, on a vu les derniers chiffres d'épargne, on est à 18,5 de taux d'épargne. On n'a jamais vu ça. Alors qu'en Espagne, eh bien, ils dépensent aussi. Donc oui, il y a une machine qui tourne, mais attention, les recettes espagnoles, elles ne s'appliquent pas. Il faut d'abord commencer par nettoyer un peu les moteurs de l'économie française avant de se lancer dans une... Parce que on l'a déjà fait, dépenser de l'argent public, on a déjà fait énormément en France. Stéphane Madigold, qu'en pense l'entrepreneur sur ce plateau ? Écoutez, l'entrepreneur, il entreprend. Et moi, j'ai envie de dire qu'Cocorico, la France a les moyens et elle doit être audacieuse. Audacieuse parce que si François Bayrou pense vendre des larmes de la souffrance aux Français et l'imposer, ça ne marchera pas. Et vous venez de le souligner, notre problème en France, c'est l'épargne. Alors, vous me direz... Ça peut être le verre à moitié vide, mais moi je vais le voir à moitié plein. C'est pas un problème parce que ça veut dire que les Français n'ont pas confiance en l'avenir. Et l'épargne qu'ils mettent, 70% des Français épargnent en moyenne 260 €. Elle a bondi de 13% à plus de 18% après Covid. Ça veut dire que les Français
ils n'ont pas envie de se faire tondre, ils préfèrent épargner plutôt que l'argent soit mal utilisé. Ce signal-là, nos politiques sont incapables de le voir, incapables de voir qu'au fond, il n'y a pas une défiance envers nos entreprises, envers les PME, les TPE et tout ce qui fait le patrimoine de la France. Il y a une défiance avec l'utilisation de l'argent public. Il est là le problème. Et François Bayrou l'a pas compris. La cure d'investissement, c'est l'État obèse qui doit se l'appliquer. C'est certainement pas nous. Nous, faut nous laisser tranquille, faut laisser vivre. Et moi, j'ai envie de les appeler à l'audace. J'ai envie d'investir. J'ai envie de dire, mais chiche, mettons le SMIC à 1 600 €. Moi, je suis favorable au SMIC à 1 600 € net. J'y suis favorable. Et vous pensez que les chefs d'entreprise, les patrons de PME pourront l'assumer ? Mais bien sûr. Pourquoi ? Parce que vous parlez de l'augmentation en pourcentage des salaires en Espagne. Mais d'où on part ? Aujourd'hui, le salaire, il est à 1 184 €, quand en France, il est à 1 767 €. On ne parle pas des mêmes bases. On ne parle pas du même ponctionnement que l'État nous vole à nous, mais à nos salariés. Tout cet argent dont on a le sentiment qu'il est, à juste titre, très mal employé. Ben on a l'impression de se faire des hold-up en continu. Et ben on n'a pas envie. Donc on cristallise, on épargne. Ça veut dire qu'on n'a pas de problème. On a des problèmes de riches. On a 6 000 milliards d'épargne. C'est plus de 2 fois la dette totale française. Vous vous rendez compte, rien que sur l'épargne. L'assurance vie, c'est 2 000 milliards. C'est conséquent. Donc moi je dis, il faut libérer les énergies. Nous les patrons, on est prêts. Les Français, je suis sûr qu'ils sont prêts. Ils sont prêts à sortir comme les Espagnols. Moi j'étais à Madrid, il n'y a pas très longtemps. J'étais à Barcelone, ça vit, ça grouille. Chez nous, qu'est-ce qu'on fait ? On norme, on restreint, on contraint. Mais il faut libérer les énergies. Moi j'ai l'impression d'être d'un lion dans une cage. Sciez-moi les barreaux, ou en tout cas, si vous ne les sciez pas les politiques, je peux vous dire que nous on va les scier. On en a ras-le-bol. Laissez-nous tranquilles, laissez les Français vivre, arrêtez de normaliser, arrêtez de tout réglementer. L'État, il est obèse. C'est lui qui doit faire une cure d'amaigrissement et redonner confiance aux Français. Moi, je suis convaincu, cocorico, qu'on arrivera à s'en sortir. C'est une question de volonté. Caroline Michel-Aguirre. Alors, il y a des choses qui ne sont pas comparables dans les deux situations. D'abord, je vais un peu résumer ce qui a été dit, mais dans ce qu'on appelle aujourd'hui le miracle espagnol, il y a d'abord un effet de rattrapage. Oui. Et il faut comparer en valeur absolue. Le PIB par habitant de l'Espagne reste très inférieur à celui de l'Allemagne, de la France, des pays scandinaves. Voilà. Donc, ils sont dans un effet de rattrapage. La même chose pour le taux de chômage. Aujourd'hui, le taux de chômage en Espagne, c'est quelque chose comme encore... entre 10 et 11, c'était 25% il y a quelques années, la France est à 7%. Donc il y a un effet de rattrapage évident. Il y a des forces qui sont intrinsèques à l'Espagne, auxquelles on ne peut pas se comparer. Ils ont une indépendance énergétique qui leur a permis de ne pas prendre de plein fouet la crise énergétique que nous on a pris. Les exportations, ils sont moins dépendants des États-Unis, comme l'a dit Eric. Néanmoins, il y a des choses qui peuvent nous apprendre de ce qu'ils ont fait. La première, c'est que l'effet multiplicateur, ça marche. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet multiplicateur ? C'est que quand on fait de la dépense publique, on a un effet bénéfique sur le reste de l'économie. C'est-à-dire, vous faites de l'investissement public. Aujourd'hui, l'investissement en Espagne, c'est à 60% du public. Ça a un effet d'entraînement. Normalement, si c'est bien fait, ça a un effet d'entraînement sur le reste de l'économie. Pareil sur le pouvoir d'achat. Quand vous augmentez le pouvoir d'achat, ça a un effet d'entraînement sur le reste de l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'à l'inverse, quand vous faites de l'austérité, que vous compressez le pouvoir d'achat, que vous réduisez vos investissements, vous pesez sur votre croissance. Donc ça doit aussi nous alerter sur le fait que la cure d'austérité de la France, elle doit être bien faite pour ne pas peser, pour ne pas avoir un effet plus démultiplicateur dans l'autre sens et peser sur la croissance. L'autre chose que l'exemple espagnol doit nous montrer, c'est que en France, on n'a pas tiré les enseignements de notre situation. On parlait du taux d'épargne, mais le taux d'épargne, il n'est pas seulement lié à l'incertitude. Il est lié au fait que ce sont des gens qui ont déjà un pouvoir d'achat élevé, qui ont vu leur situation s'améliorer. Les gens qui ont les salaires les plus modestes. Ceux qui profiteraient d'une augmentation du SMIC, eux n'ont pas vu, ont vu leur pouvoir d'achat vraiment compressé. On le voit dans le niveau de pauvreté en France qui a atteint un record depuis 1996. Donc tout ça nous apprend que
le taux d'épargne n'est pas la seule chose qui doit nous guider, parce que la politique qui a été menée en France a conduit à enrichir des gens qui étaient déjà dans une situation confortable. Or, ce qu'a fait le gouvernement espagnol, comme vous l'avez dit, en mettant des taxes sur des superprofits, sur les hauts revenus, en améliorant la justice sociale et fiscale, a conduit à augmenter le pouvoir d'achat de l'ensemble de la population. Michel, peut-être juste un petit point, parce qu'on ne l'a pas souligné, il y a quand même aussi un effet, j'allais dire, d'aubaine, si je puis dire, pour l'Espagne. Regardez ses dépenses de défense. Jusqu'à présent, l'Espagne dépensait beaucoup moins, mais beaucoup moins que la plupart des pays européens. Elle ne dépense que 1,3% en 2024 de son PIB. Et donc, évidemment, elle comptait un peu sur tout le restant des pays. Regardez, et donc, il y a les États-Unis ont fini par se fâcher, puisque, et d'ailleurs, c'était assez intéressant, au dernier sommet de l'OTAN, on voyait le Pedro Sánchez un peu tout seul, là, parce que, effectivement, lui, il ne veut pas aller jusqu'aux 5% que réclame Donald Trump. Alors, il s'est engagé cette année à essayer d'atteindre les 2%. Mais on voit bien que là, il y a des dépenses qui n'ont pas été faites dans le domaine de la défense. Et on sait pourquoi, parce qu'aussi politiquement, c'est un peu compliqué quand vous regardez l'alliance, la coalition. Vous savez, l'Espagne, ils sont un peu comme nous, c'est-à-dire qu'il y a un truc ingérable, un parlement qui est difficilement gérable. Il y a une coalition avec un PS et un front plus à gauche. Et le front plus à gauche, quand on lui a dit il va falloir dépenser pour des équipements militaires, etc., ça a commencé à tirailler dans la coalition. Et donc là-dessus, Pedro Sánchez, il ne sait pas très bien se débrouiller avec ça. Et on voit bien l'énorme écart qu'il peut y avoir avec le restant de l'Europe. Et ça, c'est ce que j'appellerais l'effet d'aubaine aussi. C'est de l'argent qu'ils n'ont pas eu à dépenser dans ce domaine-là. Michel Rumi, vous diriez aussi qu'en François Bayrou, le gouvernement devrait faire preuve d'audace, quelle que soit la trajectoire choisie? Pas d'audace, de choix assumés. C'est tout. Mais là, c'est pas assumer les sacrifices annoncés pour tous les Français? C'est pas une trajectoire non, c'est claire. parce que quand on regarde les sacrifices, j'ai l'impression de faire de la mendicité, avec tout le respect que je porte à M. Bayrou. Parce que le problème, on l'a eu l'année dernière, on le fait cette année, on va le refaire l'année prochaine et on verra par la suite. La grande difficulté des choix politiques assumés, c'est quand on voit, et je reste en toute proportion, lorsqu'on fait une politique d'immigration qui va à l'encontre, on va dire, du consensus, quand on revalorise, sont des choix structurants. Moi, je dirais, pour compléter tout ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui, une défaillance ou on va dire une faiblesse dans le contexte actuel, c'est qu'on a en France un État-providence qui est, à mon temps, structurant. C'est très bien parce qu'on a des filets de sécurité, retraite, assurance sociale. Mais quand on regarde le poids, on regarde les dépenses publiques, ça fait 58% du PIB. Quand on regarde celui de l'Espagne, c'est 45%. Donc c'est vrai qu'on a aussi le fait que, aujourd'hui, je dirais qu'on est dans le quoi qu'il en coûte permanent en France. Et donc, dès qu'on a un problème, on dit que fait l'État, alors que si on sait qu'a priori on ne devrait pas trop compter sur l'État, ça peut aussi faire mettre aussi une certaine expression de la liberté et en même temps de se dire qu'il conviendra peut-être de se débrouiller.